Atax est son nom celte. Petit, mais coléreux. L'Aude naît ici, à 2200 mètres d'altitude, au creux d'un lac pyrénéen, pour dévaler vers le nord et vers l'est depuis des millions d'années. Branché par son bassin versant sur 6 départements, il va se faufiler à travers la plaine côtière languedocienne et retrouve en douce, mais parfois furieusement, la Méditerranée. Nous sommes à moins d'1 kilomètre de la source, juste au-dessus de la première retenue sur l'Aude, le lac de Matmal, un réservoir de 20 millions de mètres cubes d'eau douce, créé pour l'irrigation, le relèvement du débit d'été et l'alimentation des usines électriques nichées plus bas. Voici donc, en pays catalan, les derniers sauts encore sauvages de l'Aude. Allô? Ça va, ça pique un peu. Ça vaut le coup pas trop, non. Il y a surtout les petites. Hein. Ouais, je vais continuer un peu là jusqu'aux cascades hein, et puis voilà, et puis après j'arrêterai. Oh, ok, ciao. On est à un quart d'heure des sources à peu près. Je fais les débuts de saison au TOC. Et quand il commence à faire plus chaud, que la truite se trouve dans les courants, qu'elle commence à chasser, ben là je pêche à la mouche. Voilà. L'Aude, ouais, j'y pêche toute l'année. Ouais. Je pêche en bas, je viens pêcher ici au TOC, je pêche dans le village. Après, elle s'ouvre encore plus bas. Il y a des jolis coins ouais, pour pêcher. Quand même. Elle est bonne, elle est assez bonne à la mouche. C'était une truite qui faisait 10 cm à peu près. 10-15 cm. Une truite d'un an, 1 an et demi. J'ai pris des tonnes de truites dans l'Aude. En toute ma vie, quoi. L'Aude, c'est sur le territoire catalan et non sur le territoire de l'Aude. L'Aude, c'est beaucoup plus bas. Il ne devrait pas s'appeler l'Aude, d'après moi. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé l'Aude. C'est une rivière catalane. Et sous Matmal, une deuxième retenue, 3e lac après celui de la source, puis Valador, créé en 1932 par Joachim Estrade. Sa statue, érigée près du barrage, nous dit qu'ici aussi, et très tôt, les hommes ont su utiliser la force de l'eau sauvage pour en faire de la lumière et la transporter. Mais c'est plus bas que tout a commencé, du côté de l'usine de Saint-Georges. Ici, Joachim Estrade inventa il y a un siècle le transport de l'énergie électrique. Partie de Saint-Georges, près d'Axat, l'électricité ira à Carcassonne et même jusqu'à Narbonne. Aujourd'hui canalisées, domptées, les eaux du torrent font tourner 5 centrales EDF. Escouloubre, Nantia, Husson, Gesse et Saint-Georges. Certaines ne marchent qu'à l'eau de l'Aude, descendue directement par canalisation des retenues du Cap-Cyr. Les autres mêlent un peu d'eau venue de l'Ariège avec celle de l'Aude. Jusqu'à Nantia et Saint-Georges, le débit du fleuve est donc totalement artificiel. Et pourtant, il arrive que dans la pente, l'eau soit vive. Du côté d'Axat, justement, et en descendant vers Quillan.
Là, on a réussi à avoir, grâce à EDF, on a réussi à avoir une modulation d'eau, c'est-à-dire qu'EDF nous a lâché un certain nombre de mètres cubes pour qu'on puisse naviguer. S'ils ne lâchent pas d'eau, on ne peut pas naviguer, tout simplement. Donc on les remercie parce qu'on arrive à se coordonner, à travailler ensemble. Et ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, ça y est, on arrive à avoir des accords avec eux. Et Dieu merci, on arrive non seulement à ne pas les empêcher de travailler, mais en plus, on arrive à naviguer et en plus, ils travaillent en même temps. Et à la belle saison, il y a même des débits compétition. Et la truite dans tout ça. Si vous croisez cette voiture dans la haute vallée de l'Aude, sachez que son pilote, venu de Limoux, la pratique depuis 50 ans, la truite de l'Aude. Alors forcément, il connaît aussi le mode d'emploi et les débits du fleuve mieux qu'à l'usine. C'est la voiture qui pêche. Le débit d'EDF, en principe, je commence ma pêche le matin sur Atsat. Et là, on a un laps de temps de 1h30, 2 heures à avoir des eaux basses. Quand l'eau, les turbines, à cause des industries, commencent à turbiner, il y a une différence de 30 cm d'eau. À ce moment-là, on prend la voiture et on descend sur Saint-Martin-Lys. Quand l'eau arrive, on repart sur Quillan, l'eau arrive à Quillan, on repart sur Campagne et à 11h30, l'eau est à Campagne Esperanza. Et là, on s'en va à la maison casser la croûte. Voilà une. C'est bon pour toutes les rivières. Ça, c'est bon à toutes les rivières. Parce que le dessus de l'eau est toujours le même, mais le dessous varie. Alors on monte ou on descend la laine pour pouvoir donner la coulée ou pas. On donne du mou, comme dit, voilà, en principe, de pêcheur. Alors moi, je ne vais pas inventer. On n'invente rien à la pêche. C'est déjà inventé. C'est des personnes plus âgées que moi qui l'avaient. Voilà, c'est pas... La pêche, on apprend tous les jours. Moi, les personnes qui m'ont appris à la pêche, bon, il y en a qui pêchaient avec, mettaient un petit bouchon, comme guide-fil. On vend des guide-fils. Et moi, j'ai mis la laine parce qu'il y en a un qui m'a dit, tu sais, Raoul, la laine, il y a une chose qui est certaine, ça casse moins, le crin est plus direct et on voit mieux la touche. Voilà le principe. Alors, j'ai écouté les pépés, dont je suis maintenant. Poisson toujours, à la prise d'eau de la centrale de Saint-Georges. Une passe à poissons qui marche. C'est une passe qui a été construite en 1995, au moment où EDF allait réaliser une vidange qui posait beaucoup de questions à cette époque-là sur l'Aude. Donc la vidange d'un gros ouvrage qui s'appelle Puy-Valador. Et en fait, comme EDF avait obligation, de par la loi, de par l'article 232.6 du Code rural, de s'équiper de passes à poissons, ils ont réalisé, à l'occasion de cette vidange, cet ouvrage sur cette prise d'eau. Sur l'Aude, on a le droit à peu près toutes les formes de passes à poissons. Alors déjà, on a des ouvrages qui ne sont toujours pas équipés, malgré des obligations réglementaires. On a vraiment à peu près tous les types d'ouvrages de passes à poissons, avec une efficacité plus ou moins certaine. Après la passe, le débit, pour permettre aux poissons de vivre, circuler et se reproduire. Nous sommes toujours à la prise d'eau de la centrale de Saint-Georges, décidément haut lieu stratégique sur l'Aude, car il fait partie des 8 sites sélectionnés en France pour tester une augmentation du débit réservé. Sur décision ministérielle et sous l'œil vigilant d'un groupe de travail constitué d'organismes publics et scientifiques, voilà comment ça se passe, ici. Donc ici, ce qu'on a fait, on a augmenté donc, ce débit réservé en augmentant le débit de la passe à poissons, qui reprend 230 litres par seconde. Un débit d'attrait de cette passe à poissons
qui est de 200 litres seconde. Donc ce débit d'attrait qui permet de favoriser, je dirais, l'attraction de la prise d'eau pour les poissons. Et après, une ouverture dans notre vanne de vidange qui permet d'assurer 200 litres par seconde de débit, ce qui représente un débit total de 630 litres seconde à l'aval de la prise d'eau. On peut, en fonction du débit, arriver à savoir quelle est la perte en termes de production. Par contre, c'est vrai que l'impact sur l'environnement est beaucoup plus difficilement mesurable. Et donc c'est pour ça qu'on met en place ce suivi pour arriver à savoir quel est l'impact réel sur l'environnement. Esperanza a son musée du dinosaure. Mais quel rapport avec l'Aude? Aucun. Pourtant, c'est tout près, à Campagne d'Aude, que se trouvent les restes de dinosaures enfouis dans le lit fossilisé d'une rivière géante, descendue du Massif central, et qui coulait donc ici, en sens exactement inverse de l'Aude, il y a 72 millions d'années, bien avant l'apparition des Pyrénées. Nous sommes ici sur un affleurement important qui correspond à cet ancien lit de fleuve qui coulait ici il y a à peu près 70 millions d'années. On reconnaît notamment dans cette roche des grains de sable et des galets qui sont agglomérés, cimentés les uns aux autres pour former cette couche de roche. Donc dans cet affleurement, on peut trouver notamment des coquilles d'œufs de dinosaures, par exemple ici, un petit fragment. Les dinosaures étaient des animaux terrestres qui vivaient bien sûr autour de ce fleuve, dans la plaine d'inondation. Et lors de crues, les courants violents emportaient sans doute les cadavres de ces animaux qui étaient en très grand nombre dans la région. Donc ces cadavres étaient bien sûr roulés au fond du lit du fleuve, les eaux dispersées, les eaux brisées quelquefois, et venaient se déposer donc, dans ces sables. Et donc enfouis et fossilisés après. Ce fleuve coulait en sens inverse de l'Aude. Et en fait, gros eaux qui étaient transportées dans le lit de ce fleuve venaient se déposer à contre-courant en barrage, en fait. Donc nous, quand on retrouve de tels accumulats de fossiles, on peut redéterminer la direction et le sens du courant du fleuve. Et puis l'Aude passe à Limoux. Limoux du carnaval, Limoux de la Blanquette. Et Limoux de Raoul Montagnier, pêcheur en voiture de la Haute-Vallée depuis un demi-siècle. Alors ici, nous sommes à Limoux, à quelques mètres de la maison où je suis né, où passe le fleuve l'Aude et qui délimite la première et deuxième catégorie. Carcassonne aurait pu devenir une ruine si Prosper Mérimée et Viollet-le-Duc n'avaient succombé à son charme. Sous l'antique cité redessinée et chapeautée comme dans le nord, l'Aude, qui vient de bifurquer vers l'est, non loin du canal de Paul Riquet, commence à ressembler à un vrai fleuve. Entre Flour et Barbera, juste avant Capindu, Antoine Gonzalez, vice-président du Sion barbéranais flouréen, nous attend. À Flour, voilà une des nombreuses microcentrales branchées sur l'Aude, avec son seuil et sa retenue. Énième marche obligée d'un escalier d'eau descendu des Pyrénées. Et à plus des 50 mètres réglementaires à l'amont, Antoine Gonzalez guette la carpe. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, avec comme support la pêche de la carpe, c'est l'aménagement des bords des rivières, notamment ce que nous on fait le travail qu'on fait au niveau de la société de pêche. Quand on passe sur la nationale 113, qui est à quelques mètres d'ici, on ne s'imagine pas le plan d'eau qu'il y a, quoi. Il faut vraiment venir à Flour voir ce plan d'eau, quoi. C'est vraiment magnifique. Ouais. Une carpe. Le problème, c'est qu'elle s'est rabattue et je vais être obligé de partir en barque.
ouais, 7-8 kilos. Ouais. Celle-là, c'est vraiment une carpe typique de la rivière d'Aude, une vraie carpe sauvage. Elle est magnifique. Des véritables audoises. Ça, c'est la vraie carpe d'Aude, quoi. Allez, à la prochaine. Non loin du canal du Midi, site du patrimoine mondial de l'humanité, alimenté aussi par un peu d'eau de l'Aude, c'est du côté de Puy-Chéric que le fleuve peut être fier de sa première station d'épuration en œuvre d'art. Cette station d'épuration qui nous a posé un cas de conscience au conseil municipal, puisque nous avions 2 investissements. Il fallait choisir entre l'investissement immédiat, c'est-à-dire le gymnase pour les joueurs de handball, et puis l'investissement à long terme pour les futurs joueurs de handball, c'est la station d'épuration de Puy-Chéric, puisque Puy-Chéric ne disposait à l'époque que d'un bac prédigesteur, autrement dit, les effluents partaient directement dans l'Aude. Nous en sommes fiers de notre station d'épuration, nous sommes tellement fiers que nous l'avons fait peindre par un artiste peintre local qui s'appelle Jomi Quadrado. Tout ce que nous lui avons demandé, c'est de faire le chemin de l'eau. Non, ce n'est pas une nouvelle méthode pour surveiller la pêche et les pêcheurs. Caméscope au point, Philippe Liabata et ses collègues du Conseil supérieur de la pêche reviennent sur les traces de la dernière crue de novembre 1999. Et ils en enregistrent la trace et les impacts pour ne plus oublier. Là, comme on peut le voir, c'est l'image de l'Argent Double, affluent de l'Aude, qui a été dévasté par la crue de novembre. Et là, on peut bien voir que ça a été dévasté. Ça marque l'impact qu'a eu la crue de 99. Et on verra comment se refait la rivière au fil du temps. Et on aura toujours un archivage de ces images-là. Et on pourra toujours les remontrer, pouvoir dire comment c'était après la crue et ne pas refaire les mêmes erreurs. Les 12 et 13 novembre 1999, un épisode de pluie diluvienne sur le Roussillon, les Corbières et le Minervois, et donc sur le bassin versant de l'Aude, a pris une nouvelle fois les proportions d'une catastrophe. Alors, les hommes essaient de comprendre. Il y aura toujours ces crues. Alors, soit une crue de fonte de neige, soit une crue méditerranéenne qui peut se produire, qui se produit normalement en automne, mais qui peut se présenter au printemps ou qui peut se présenter en hiver. Ça tient à la circulation météorologique mondiale. On ne peut rien faire. Il faut se protéger contre la pluie, mais on n'arrivera pas à réorienter le système. Ici, on a ce qu'on peut qualifier de précipitations méditerranéennes, qui sont axées sur la partie orientale des Corbières. Si cette bande avait été plus large, on aurait eu des précipitations méditerranéennes généralisées. Alors, avec mise en action du bassin de la Salse et d'autres bassins de la bordure. Tandis qu'ici, ce sont surtout les affluents méditerranéens qui vont intervenir. À partir de Moussoulins, dernier seuil avant la basse plaine, ça fait des siècles que l'eau d'en crue emprunte tous les chemins d'eau possibles pour s'écouler vers la mer. En octobre 1316, on a eu une crue phénoménale. Dans Narbonne, on aura 300 maisons détruites derrière les remparts. Alors, cette crue va avoir une cause immédiate. C'est que toutes les robines qui avaient été installées pour permettre l'écoulement des eaux seront colmatées. Les robines étant des canaux destinés à limiter le niveau des eaux au moment des crues. Alors, comme il y a des problèmes pour rétablir les robines anciennes, on va en créer une nouvelle. C'est ce qu'on a appelé la robine neuve de Cerrera. Et on sait qu'elle fonctionnait en 1398.
et c'est le lit actuel de l'Aude. Par conséquent, si on veut réagir aux crues, eh bien, il faudra revoir le problème, parce qu'un canal, c'est fait pour évacuer le débit qu'on lui impose. Fin du voyage et retour à la mer. Depuis la construction de ce barrage anti-sel, à quelques encablures du Gros de Vendre, l'Aude adoucit sa basse plaine traditionnellement saumâtre. Mais qu'en pense le dernier pêcheur de l'Aude? Le barrage anti-sel est utile. Moi, je pense qu'il dessale la rivière et il permet à l'homme d'utiliser de l'eau douce. Alors qu'avant, elle était des fois salée. Pour les poissons, c'est néfaste, complètement inopportun d'avoir fait un barrage à ce niveau. C'était le fleuve le plus poissonneux avant qu'il y ait toutes ces transformations. Et tous les anciens pêcheurs vous le diront. C'était énorme le poisson qui pouvait y vivre. La capacité de poissons qui s'y reproduisait, les loups, les carrelets. Quand on dit que le loup va pondre dans la mer, mais moi je peux vous garantir qu'il pondait là-haut, à 20 km, dans les profondeurs où il y avait 7-8 mètres d'eau. Et où l'eau, même en temps de crue, restait salée. Mais le loup, il y restait là. Et il pondait. Et au mois de septembre, quand ils partaient, les alevins, comme ça, je les voyais moi grossir, ils étaient comme ça, comme ça, comme ça. Et ça alimentait tout le littoral. Là, c'est vraiment la fin. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'Aude, née dans la neige, souffre aussi parfois de soif en été. Une vraie vie de fleuve, quoi.